Hurtigruten, croisière en Norvège et dans les destinations polaires, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Bonsoir, et dans la France à découvrir aujourd'hui, je ne vous emmène pas en voyage, mais dans une fabuleuse expérience à vivre au plus près d'une belle nature. Car c'est en bateau, et tranquillement, que nous allons voguer dans des milieux marins exceptionnels, au milieu de majestueux décors de glace, d'îles, de fjords et de montagnes à couper le souffle. Si vous ne connaissez pas encore la Norvège, le pays aux 100 000 fjords, son art de vivre au plus près du bonheur, et si le voyage pour vous rime avec immersion, nature, contemplation, sérénité, alors cette émission est faite pour vous. Au sommaire, ça fait quoi de voir en vrai une aurore boréale, de se promener en vrai en toute sécurité sur la banquise, de se plonger dans un bain bouillonnant sur le pont d'un navire sous le soleil de minuit, de déguster du saucisson de baleine? Toutes les réponses, c'est maintenant dans la France à découvrir avec la compagnie norvégienne Hurtigruten. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et pour évoquer cette belle nature norvégienne, nous avons autour de cette table Cyril Dupin, directeur commercial d'Hurtigruten. Bonsoir Oui, Christophe. Bonsoir. Sophie Desmond, qui est guide accompagnatrice, que nous aurons tout à l'heure en téléphone parce qu'elle est en Bretagne. Delphine Drouin-Prouvé, bonsoir, qui est une croisiériste française qui est revenue, mais alors enchantée de son périple. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Et Bernard Derry, la star de cette émission. On peut dire ça. Notre guide accompagnateur spécialisé dans le polaire, qui va nous raconter de belles histoires qu'il a évidemment encadrées tout au long de sa vie, parce qu'il a une longue vie de guide. Bernard, combien? Bonsoir Christophe, peut-être 30 ans. 30 ans de carrière à travers le monde, voyage professionnel, voyage individuel et le grand bonheur de rêver. Et avec Hurtigruten? Et avec Hurtigruten, ça fait maintenant 15 ans que nous sommes ensemble, que nous voyageons ensemble dans les régions polaires, en Arctique comme en Antarctique. Et vous allez nous raconter tout ça. Cyril, si on regarde une carte, la Norvège se situe, alors c'est à la frontière nord de l'Europe, avec presque moitié du pays au-dessus du cercle polaire arctique. Complètement. Tout en longueur. Tout en longueur. 2700 km de côte entre la ville de Bergen au sud. Exactement. Et Kirkenes au nord du pays, c'est à la frontière russe. À la frontière russe, on est à 6 km de la frontière russe. Et dans ce cadre-là, évolue depuis 1890 une compagnie qui s'appelle Hurtigruten. Et c'est ça. Alors 1893. 1893. Je remets le contexte au 19e siècle. Oui. Donc le train n'est pas encore développé comme aujourd'hui, l'avion encore moins, bien entendu. On entend des bruits de banquise, le souffle de la banquise. Ah, d'accord. Ouais. Bon, en Norvège, on ne va pas encore trouver la banquise, si ce n'est un petit peu quand même au Svalbard, donc au Spitzberg. Et donc, je remets le contexte. En fait, Hurtigruten a été créé en 1893 par un commandant de la marine marchande, Richard Witt, qui, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Norvège, c'est plus de 100 000 fjords. Et en fait, toute la région côtière, parce qu'en fait, les villes sont principalement sur la côte ouest du territoire. Et le meilleur moyen pour ravitailler et avitailler en fait les villes et les villages de la côte norvégienne, c'était donc le bateau. Et Hurtigruten en norvégien veut dire la route rapide. La route rapide. Alors combien de bateaux il y a à Hurtigruten et quelles particularités ils ont? Alors on a deux flottes, si vous voulez. On a une flotte qui fait que la côte norvégienne. D'accord. Donc entre Bergen et Kirkenes-Bergen. Donc c'est ce qu'on appelle l'express côtier. 7 navires dédiés en fait à cette ligne de l'express côtier. Pour décharger du fret, il y a une mission de délégation de service public avec l'État norvégien. Donc, par exemple, on dépose du courrier tous les jours dans les 34 escales que nous... 34 ports que vous desservez tous les jours. Tout à fait. Il faut préciser qu'Hurtigruten, c'est un peu comme la SNCF, le TGV pour nous les Français. Il y a une relation très affective des Norvégiens avec Hurtigruten. Oui, alors encore plus forte que ça, encore puisque ça fait vraiment partie intégrante en fait de l'identité norvégienne et de la culture. Depuis 1893, Hurtigruten a traversé, donc l'année prochaine on va fêter nos 130 ans. On a traversé 2 guerres mondiales, une crise Covid, et le bateau ne s'est jamais arrêté. On a toujours eu nos missions de fret. Alors pour nos amis qui nous écoutent de Sud Radio et qui ne sont pas encore croisiéristes et qui s'imaginent que ce sont des paquebots gigantesques, 300 mètres de long, pas du tout. Les express côtiers, c'est des petits bateaux en fait, parce qu'il faut aller dans les fjords. Exactement. Donc, maximum combien de longueur? De longueur? Ah non, on est beaucoup plus petit que ça. Petit? Oui, on est sur du 80 mètres de longueur. D'accord. Oui. Combien de passagers à bord? Maximum, on est sur du 500 passagers. D'accord. Et au plus petit du bateau? Et au plus petit, on peut être sur du 300 passagers. Alors, sur la ligne de l'express côtier. D'accord. Après, sur les autres croisières d'expédition dont on parlera tout à l'heure, on est encore sur des volumes plus petits. Alors c'est génial. Delphine, vous êtes avec nous. Vous êtes une croisiériste convaincue. Enfin, au départ, vous ne saviez pas où vous allez trop. Parce que quand vous avez commandé votre billet, vous avez dit, bon, allez, avec votre maman de 80 ans, vous êtes dit, on fait la Norvège. Alors, au départ, je lui avais offert un billet pour une transatlantique. Et elle a eu peur de ne pas avoir... de s'ennuyer pendant la traversée et de ne pas voir de côte. D'accord. Donc du coup, j'ai changé ce billet pour un billet avec Hurtigruten.
Et on ne quitte pas de vue la côte sur toute la longueur du voyage, donc 3000 km aller-retour, qui change en permanence. Donc les îles, on est entre des îles, donc on a une vision de tous les côtés, et avec un spectacle absolument inimaginable. Cette côte habitée près de l'eau, qui est tournée vers la mer, et depuis le bateau, on fait face, donc il y a un vis-à-vis avec cette côte qui est absolument extraordinaire. Qui est assez proche, finalement. Oui, qui est très proche. C'est ça qui est impressionnant. Que l'on découvre au fil de l'eau, avec des dénivelés assez importants au sud, qui deviennent moins importants au nord au fur et à mesure que l'on se rapproche de la frontière russe. Et un spectacle absolument formidable, avec une place pour le ciel, une lumière que l'on ne connaît pas sous nos latitudes. Vous êtes encore là-bas, j'ai l'impression. On est complètement là-bas. Et alors, on a fait connaissance avec des personnes qui étaient à bord du bateau. On est devenus amis et on s'est promis de se retrouver sur d'autres voyages de Hurtigruten. Et quelle est votre première sensation, je dirais, où vous avez eu un effet waouh à bord? Le premier jour, deuxième jour, troisième jour? Tout de suite? Dès le départ. C'est un voyage qui a été formidable du début jusqu'à la fin. La compagnie Hurtigruten prend en charge, si on le souhaite, les correspondances, les vols, etc. Depuis le moment où on quitte l'aéroport, on est pris en charge par des navettes et on embarque sans aucun problème, sans aucune attente. On découvre ce bateau qui est petit, qui est très confortable, à la mode scandinave. C'est-à-dire les cabines, c'est comment à l'intérieur? C'est sobre? C'est très sobre, c'est impeccable. Le service est impeccable. Avec, à la norvégienne un peu? À la norvégienne. C'est complètement, c'est une immersion. En fait, c'est ça. On est aussi en immersion dans la nature, mais aussi dans l'immersion avec la culture norvégienne. Absolument. Avec cet art de vivre au plus proche du bonheur. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est pas faux. Comment on l'appelle On appelle ça le friluftsliv. Le friluftsliv, ça c'est vrai, ça existe vraiment. Le friluftsliv, c'est l'art de vivre à la norvégienne. On est toujours au contact de la nature. Et les Norvégiens, par exemple, en famille, vont se retrouver le week-end dans ce qu'ils appellent leur cabine, en fait, leur cabane en bois. Et où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, et ils partent vraiment en découverte pleine nature. Les Norvégiens, dès le plus jeune âge, sont habitués à être en contact de la nature. Donc il y a un vrai respect de l'environnement. C'est vraiment ancré dans la culture norvégienne. Bernard, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lorsqu'on est à bord de ces bateaux Hurtigruten, ce qui se passe, c'est autour? C'est pas tellement à l'intérieur du bateau comme dans d'autres croisières. On est en immersion dans la nature. Alors là, tout à fait. C'est-à-dire que véritablement, en particulier quand on est dans une région comme la Norvège ou les régions polaires, tout ce qui est spectaculaire se trouve à l'extérieur. On est confortable à l'intérieur d'un bateau. C'est anticonformiste, on est juste habillé de manière très informelle et puis on profite pleinement de l'environnement, de la nature, des montagnes enneigées, de la banquise, du monde animal, de la faune animale, et on est tout tourné vers l'extérieur. Et on est complètement en rupture avec le monde moderne, le monde urbain. Il y a une autre chose qui se passe. Même sur un plan personnel, vous pensez qu'il se passe des choses? Tout à fait. Ah oui? Quand on est sur ces bateaux-là et qu'on va à la rencontre de ces régions, ce qui va se passer, c'est qu'on va se déconnecter très progressivement et à un moment donné, véritablement, on oublie notre monde pour rentrer dans un monde qui nous est étranger. C'est vrai. Et qu'on va aller découvrir véritablement. On a tout à découvrir, on a tout à apprendre de ces régions, plus particulièrement, encore une fois, de l'Arctique et l'Antarctique. Moi, j'adore la Norvège, en particulier l'hiver, parce qu'il y a le phénomène des aurores boréales, et que se retrouver sur ces bateaux, je ne sais pas, probablement que vous avez eu la chance de le faire. Delphine en a vu. Oui, en hiver. Et donc, c'est un spectacle qui se renouvelle tout au long de la nuit. Alors, rappelez-nous, l'aurore boréale, c'est quoi exactement, Delphine ou Bernard? Alors, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. Ah oui? C'est absolument inimaginable. C'est des nuages qui vivent, qui se transforment en permanence, qui changent de couleur. Des nuages lumineux? Alors, qui bougent? Moi, j'ai trouvé que peut-être plus particulièrement au nord du cercle polaire, il y a une lumière qu'on ne peut pas imaginer sur nos latitudes, et très vive, très colorée, avec des ciels roses, oranges, jaunes, absolument extraordinaires, qui se reflètent dans la mer, sur la mer, pardon. Et le phénomène des aurores boréales, c'est quelque chose de phénoménal. C'est des espèces de lueurs vertes qui se déplacent dans le ciel, qui ne sont pas fixes, qui sont
absolument extraordinaire. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. C'est magnifique ce que vous nous racontez. Et c'est vrai, Cyril, que c'est pratiquement vendu avec la croisière. On est presque sûr d'en voir. Alors, si on n'en voit pas, on vous offre le voyage l'année d'après. Ah oui, c'est la garantie Hurtigruten. C'est vrai, c'est génial. En fait, c'est ce qu'on appelle la promesse des aurores boréales. Ouais. Lorsque vous réservez un voyage de 12 jours entre le mois d'octobre et le mois de mars, puisque c'est la saison phare en fait des aurores boréales. Alors, il faut toujours être alerte. C'est une expérience, c'est pas des vacances, comme je le dis à chaque fois. C'est-à-dire que dans votre cabine, vous avez votre téléphone et il faut être prêt à ce qu'on vous réveille à n'importe quelle heure de la nuit. Mais de toute façon, vous y allez pour ça. C'est vraiment pour... Voilà, on vous réveille parce que sur le pont, il y a des aurores boréales. Même en plein sommeil, on vous dit... Même en plein sommeil. Allez, debout. Allez, debout. Et également, même sur une croisière polaire en Antarctique ou en Arctique, Bernard, tu peux me le confirmer. Tout à fait, à la condition que... Et c'est Bernard qui réveille. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Voilà. Donc nous, on est là. On est prêt à faire en sorte que les personnes sortent de leur cabine. On leur explique un petit peu comment ça se passe, qu'ils doivent avoir leurs vêtements prêts et que dès qu'il y a une aurore boréale, d'enfiler ses vêtements et de sortir et d'aller le plus rapidement. On leur demande même dans les jours avant la première nuit, on leur demande d'aller un petit peu voir sur les bateaux les endroits qui sont les plus appropriés, les plus adaptés. Par exemple, là où il n'y a pas de lumière. D'accord. Pour pouvoir véritablement profiter. S'immerger. Alors en fait, c'est la rencontre. Vous savez, vous avez des vents solaires qui transportent des particules et à une vitesse exceptionnelle et qui viennent rentrer dans le champ magnétique de la Terre et à quelque chose comme environ 120-150 km de notre planète. On a cette rencontre qui va donner ces lueurs qui étaient décrites, qui sont parfois exceptionnelles. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, nous allons continuer de partager les belles émotions, les meilleurs conseils de voyage de Sophie, de Bernard et de Cyril autour de cette table. Et depuis 25 ans, Sophie vogue sur ces merveilleux petits bateaux de la compagnie Hurtigruten qui nous emmène ce soir sur les côtes norvégiennes et elle a plein de choses à nous raconter. À tout de suite. Hurtigruten, croisière en Norvège et dans les destinations polaires, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et autour de cette table pour évoquer les croisières en Norvège, dans les paysages de glace, nous avons Cyril Dupin, directeur commercial d'Hurtigruten, Sophie Desmond que nous allons accueillir tout de suite au téléphone, Delphine qui est avec nous, une croisiériste qui nous fait vivre ces beaux moments qu'elle a vécus sur ces bateaux, et Bernard Derry, le guide accompagnateur spécialisé dans le polaire. Mais tout de suite, Sophie, bonjour. Oui, bonsoir. Alors, vous avez de la chance, vous êtes en Bretagne, il fait beau évidemment. Oui. Comme d'habitude. Ben oui, 25 ans de métier dans la croisière, auprès de la clientèle française. Vous êtes parti, vous partez avec des groupes de Paris. En général, c'est des groupes d'une cinquantaine. Vous les emmenez en Norvège. L'été, c'est surtout l'été ? Ah non, alors moi j'ai 25 ans de métier, on va dire, en tant qu'accompagnatrice. Ça fait 6 ans que je travaille avec Hurtigruten. D'accord. Et en effet, on part, alors pas que l'été, on part toute l'année. D'accord, toute l'année, c'est possible d'aller sur des bateaux, sur ces petits express côtiers qui sont des bateaux de croisière presque familiaux. Il y a une ambiance à bord typiquement norvégienne. On n'est pas du tout sur ces gros bateaux de croisière. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas d'animation à bord. Pas de cinéma, pas de spectacle, tout est dehors. Il faut profiter. Il faut avoir les yeux tournés vers l'extérieur. Exactement. Il y a même les salons à bord sont faits pour ça, pour être vraiment les yeux tournés vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui émerveille nos amis français quand ils se retrouvent à bord des bateaux Hurtigruten ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? En fait, ils découvrent un autre mode de vie, déjà une mentalité complètement différente, par exemple par rapport aux Français. C'est vrai que nous, on est plus dans le côté un peu plus speed, un peu plus. Et les Norvégiens ont plus ce côté, comme l'a expliqué Cyril, ce côté plus tranquille, plus proche de la nature et tout. Et on essaye vraiment à bord d'avoir de garder vraiment cette ambiance. Et les gens, même quand ils arrivent un petit peu, certains sont encore en activité et qui sont là pour leurs vacances, des fois, ils prennent bien le pas et ils lâchent un peu la prise et ils profitent vraiment de leur voyage. En plus, est-il vrai que lorsqu'on vogue sur cette route maritime où on va de port en port, il y en a 34, on ne voit pas les mêmes choses à l'aller qu'au retour ? Exactement, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire oui, en faisant l'aller-retour, on fait les mêmes ports en descendant. Et oui, on les fait, mais à des horaires différents. Donc, ce qui permet de compléter le voyage jusqu'au bout, jusqu'à Bergen, de faire l'aller-retour et de voir vraiment un paysage encore différent avec des escales encore différentes et de pouvoir aussi proposer des excursions différentes. Cyril, on a des contacts avec les Norvégiens quand on est sur vos bateaux ? Ah oui, parce qu'en fait... Parce que le bateau, il continue à travailler. Le bateau, il travaille. Lui, de toute façon, il livre. Il doit livrer. Il travaille tous les jours fixe. Et il travaille 24 heures sur 24.
Donc les Norvégiens, par exemple, ils vont aller, on va dire le vendredi soir, vous allez avoir les étudiants qui vont monter à Trondheim pour aller voir leur famille dans les Lofoten. Et donc vous allez passer en fait un petit moment avec eux. Et donc les gens en fait montent et descendent. Vous allez voir en fait les gens qui arrivent avec les poussettes, ou alors une petite anecdote, comme on est sur un bateau aussi qui travaille. Vous êtes par exemple dans le port de Rorvik à 1h du matin, et là vous avez un chariot élévateur qui arrive et qui charge une charpente, pendant que quelques touristes sac à dos vont monter à bord pour aller faire une randonnée un petit peu plus loin. C'est 12 jours de voyage ? Alors, le complet, l'aller-retour, effectivement, c'est 12 jours. On a un programme entre Bergen et Kirkenes en 7 jours. Le 7e jour, le navire fait son demi-tour à la frontière russe, comme on l'a évoqué tout à l'heure à Kirkenes. Et il repart dans l'autre sens ? Et il repart dans l'autre sens jusque Bergen. Est-ce qu'il est possible de faire tout ou partie du voyage ? C'est-à-dire que moi, je veux aller prendre à un moment donné un bus pour aller ailleurs, puis reprendre le bateau Alors, on a aussi beaucoup de à la carte, passagers. En fait. À la carte, oui, on a aussi beaucoup de passagers qui, effectivement, vont prendre, on va dire, un pré-séjour en Norvège. D'accord. Vont utiliser l'express côtier pour passer un petit peu de temps sur les Lofoten. Donc, vont passer, par exemple, 2 nuits à bord, passer un petit peu de temps sur les Lofoten, et ensuite vont prendre ce qu'on appelle une mini-croisière ou un tronçon, par exemple, de Svolvær ou à Tromsø, pour aller jusqu'au D'accord. On n'est pas obligé d'être à bord tout le temps 12 jours. On peut, si on veut, si on le souhaite. Si on le souhaite, oui, voilà. D'accord, c'est génial. Ça dépend vraiment de comment on veut construire son voyage. C'est ça, on le construit soi-même, avec vous avant, et puis on se met d'accord. Exactement. Alors nous, c'est vrai qu'on a des formules comme l'a fait Delphine, où on propose tout donc depuis Paris, en Paris-Paris, avec des accompagnateurs comme Sophie. Par exemple, Sophie va accompagner les gens depuis Paris et au retour sur Paris, soit sur du 12 jours ou sur du 7 jours. Ça dépend du choix et puis aussi du centre d'intérêt que vous avez. Je vous laisse la parole, Delphine, pour en parler. C'est plus simple. Alors, moi, j'avais fait le choix de rester 2 jours de plus à Bergen pour bien visiter la ville avant de rentrer en France. Et c'est vrai que cette possibilité de voyage à la carte sur une ligne régulière, ça ouvre le champ des libertés incroyable. Complètement. Oui, oui, oui. Sophie, faites-nous rêver. C'est le moment de l'émission où vous nous faites rêver. Dites-nous, quel est l'incontournable, la chose qui est vraiment à ne pas manquer, ou en tout cas qui va scotcher tout le monde ? Est-ce que c'est quand on rentre dans le fjord, le Geranger, je crois, c'est ça, hein ? Oui. Alors c'est vrai que comment ça se passe ? Oui, c'est en été, ça. C'est uniquement en été. Oui, c'est uniquement en été dès le 1er juin. On le fait pas le reste de l'année parce que quand on rentre dans ce magnifique fjord qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on découvre un paysage où on rentre vraiment à l'intérieur. Alors rappelons ce que c'est qu'un fjord pour nos amis de Sud Radio qui nous écoutent. C'est un bras de mer. C'est un bras de mer qui rentre dans la terre et là il rentre sur plusieurs centaines de kilomètres. Ah, c'est génial. Donc, de chaque côté, on a ces parois en fait. C'est ça. Ah ben c'est vertigineux parce que les montagnes sont pas si hautes que ça, elles font peut-être à peu près 1000-1200 mètres d'altitude, mais elles sont, mais comme on est au niveau de la mer, ça donne un côté très impressionnant et surtout ce côté très étroit. D'accord. Quand on termine notre navigation à Geranger, c'est vrai que le paysage est somptueux. Alors quand on va à Geranger, on rentre dans ce fjord et qu'est-ce qu'il y a au bout ? Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Il y a un tout petit village de 300 habitants, mais surtout, c'est là aussi où on propose une magnifique excursion. Ça, c'est dès le 2e jour. Donc, vous voyez, tout de suite, on est vraiment… Ah, ça tape dur, tout de suite. On est dans le bain. Et donc, on part sur une excursion de plusieurs heures. Et elle commence vers 13h et elle se termine en début de soirée. Et vous allez me dire, mais comment… Alors, on part en bus, bien sûr. Et le bateau lui fait demi-tour. Et il s'en va. Et il s'en va, voilà, il nous laisse. Nous, on prend un bus et on part en excursion donc sur cette grosse demi-journée. Et on le retrouve un petit peu plus tard, en fait, dans un autre port. D'accord. Parce que ça aussi, ça permet des systèmes où on peut quitter le bateau à un endroit, faire des excursions et le retrouver un peu plus loin. Et là, on le retrouve dans la ville de Molde, où on a même un dîner à l'extérieur et on le retrouve en début de soirée. Et comment il est ce petit port de pêcheurs ? Il est comme les cartes postales qu'on s'imagine en Norvège, coloré, tout mignon. C'est tout à fait ça, oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, il est niché au fond du fjord. Il est vraiment, je vous dis, c'est 300 habitants qui sont reliés pas qu'avec le bateau Hurtigruten, mais il en fait partie aussi, mais surtout par des petits ferries. L'hiver, il n'y a qu'une seule route qui est ouverte, le reste c'est tout fermé à cause de la neige. Donc et puis surtout, c'est que cette excursion, elle nous emmène vraiment au cœur de la Norvège, à l'intérieur des terres, et on découvre différents paysages puisqu'on part du bas, on va dire, du zéro, pour monter un petit peu en altitude et voir cette fameuse route des trolls, qui est une des routes les plus connues et plus touristiques. La route des trolls, et on en voit des trolls, bien sûr. La route des trolls. Très peu. On peut en voir. On peut en voir. Oui.
Est-ce que quand on parle de la Norvège, quand on parle de ces contrées, on a l'idée ou c'est l'image du soleil de minuit? Est-ce que quelqu'un autour de cette table peut me dire ce que c'est que le soleil de minuit? Alors, Cyril. Voilà, le soleil de minuit. Le spécialiste. Sauf si Sophie, bien sûr, veut en parler. Est-ce qu'on en voit? Le soleil de minuit? Oui. 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 Oui, ça on peut le garantir. C'est un soleil qui ne se couche pas en fait. Exactement, c'est ça. D'accord. Alors le phénomène du soleil de minuit, il a lieu tous les étés. Bien sûr, la période phare, c'est le solstice d'été, ça va être le 21 juin. D'accord. Et donc pour être quasi sûr de la période en fait du soleil de minuit, on va dire c'est juin-juillet. L'été est très court mais très intense en Norvège. Ouais. Après, Sophie peut nous dire également, c'est vrai que même quand on arrive sur une période comme mois de mars ou avril, on a quand même aussi une belle luminosité. Voilà, donc il y a deux... Pardon, je t'en prie. Oui, Sophie. Non. Non, c'est vrai que sur la sortie d'hiver, ce qui est génial, c'est qu'on peut encore avoir ce petit phénomène d'aurore boréale. On peut en voir quelques-unes encore. Oui. Mais surtout, c'est qu'on a encore souvent de la neige et on a déjà cette amplitude de lumière et ça donne vraiment des lumières magnifiques, même en soirée. Enfin, c'est vraiment très, très joli. D'accord. Et les fraises les plus savoureuses au monde. Il est là, Bernard. Il nous parle de Sophie. Et oui. Alors justement, parlons-en rapidement de la gastronomie à bord. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que on va pas se mentir, la Norvège n'est pas connue pour être la cuisine, avoir une cuisine gastronomique extraordinaire par rapport à la France, à l'Italie, à d'autres pays. D'ailleurs, il paraît que les Norvégiens adorent les pizzas. C'est vrai, ça ou pas? Alors, oui, ils ne mangent que des pizzas. Les Norvégiens aiment beaucoup, pas que, mais voilà. Après, sur la ligne de l'Express côtier, comme on a des partenariats avec les producteurs locaux, on a d'abord des circuits très courts et on a donc des partenariats avec des fermes de saumon. D'accord. Donc légumes, on mange fromage, du saumon, etc. Alors du poisson, vous allez en bien manger. Sûr. Voilà. Flétan. Du flétan, du cabillaud. Alors bien sûr, le cabillaud après qu'on met à toutes les sauces, notamment à la sauce portugaise, donc à la fameuse bacalao. D'accord. C'est un régal à faire à bord. On a tout un concept de cuisine qu'on appelle donc la cuisine Torget. C'est quoi la cuisine Torget, ça? En fait, c'est le nom en fait c'est le style de la cuisine en fait à bord des navires Hurtigruten. D'accord. Mais je laisse par exemple Sophie ou bien Delphine en parler. Je crois que les clients en parlent mieux que nous. On mange bien, Delphine? On mange très bien. On mange très bien. On mange du renne. On goûte au renne. Ah oui. Alors c'est bon le renne? Quel goût ça? Oui. C'est une viande assez tendre et serrée, pas très grasse. Oui, exact. C'est ça. Ouais. Et tout est préparé impeccablement, bien présenté et nous nous sommes tous régalés. Et sur les desserts, est-ce qu'on peut y aller sur les desserts norvégiens? Alors, beaucoup de yaourts, et beaucoup de recettes que nous ne connaissons pas. Donc, c'est une découverte sur ce plan. D'accord. Et les Français apprécient la cuisine à bord, Sophie? Ah, ils adorent. Oui. Ils adorent parce qu'il y a bien sûr toute la partie poisson et tout. Il y a aussi, on en parle un petit peu, mais il y a aussi le crabe royal parce qu'on a la possibilité sur les bateaux d'avoir aussi un autre restaurant qui est un restaurant à la carte. Et on donne l'opportunité aux passagers, puisqu'il y a, comme l'a expliqué Cyril, donc des partenariats avec des entreprises. Et quand on est en direction de Kirkenes, puisque c'est vraiment là que se trouve le crabe royal, on a la possibilité de goûter ce fameux crabe royal. Et est-ce qu'on peut le pêcher soi-même dans un trou, dans la banquise? Je dis n'importe quoi, ça. On peut le faire. Il y a des excursions, exactement. Il y a des excursions qui sont proposées autant en été qu'en hiver. Alors l'été, ça se fait en gros zodiac et on va dans le fjord de Kirkenes. Ça doit être génial, ce moment-là. Oui, je l'ai vécu. Je peux vous dire que c'est au niveau on quitte le bateau, on monte dans un zodiac et on va sur un lac gelé. On va récupérer une nasse et puis on nous explique aussi d'où proviennent ces crabes, comment ils sont faits, et on le mange cru sur place. En fait, Et après, on mange sur place, bah oui, parce que c'est pas le truc de le regarder et de dire qu'il est beau, il est gros, mais il faut le goûter pour être sûr que c'est bon, et je confirme, c'est bon. Et l'hiver, on l'a en version, il y a un site qui est le Snow Hotel, où on peut aussi avoir la possibilité de faire une excursion, l'hôtel de glace, et aussi traîneau à chiens, motoneige, mais on a aussi la partie crabe royal, où là, on va sur le fjord, une autre partie du fjord un peu plus loin, tout gelé, et là on s'arrête sur le fjord gelé et on va chercher aussi une nasse
donc dans un trou creusé dans la glace. Et bien sûr aussi, on déguste, hein, parce qu'il faut être sûr que autant en été qu'en hiver, le crabe royal est toujours aussi bon. Combien d'excursions sont proposées aux passagers en tout? Un peu plus que 90 tout au long de l'année. Ah, c'est énorme. C'est énorme, parce qu'il y en a pour tout. On va dire, il y en a pour tout le monde. Pour tous les, il va y avoir les excursions classiques, hein, qui vont partir en bus pour visiter des villes comme Trondheim, Tromsø. Et puis après, on va avoir des excursions plus, je dirais pas plus physiques, mais qui vont nous faire des activités en plein air, puisque en été, on peut aller faire du cheval au Lofoten. D'accord. Ouais, tout est possible. Tout est possible. On peut aussi aller faire des randonnées, même autant en été qu'en hiver, en automne ou printemps. On a la partie donc glace, comme je vous ai dit, à Kirkenes, puisque comme le Gulf Stream... On ne l'arrête plus, Sophie. C'est bien. Comment? On ne vous arrête plus. Il y en a tellement d'excursions. Fallait pas me lancer. Restez avec nous, en tout cas, chers auditeurs de Sud Radio, parce qu'on se retrouve tout à l'heure dans un instant. Vous saurez pourquoi, dans une expédition en région de glace, tout ne se déroule pas toujours comme prévu et qu'on peut devenir assez vite amis avec un manchot et avec Bernard qui est là autour de cette table et qui va nous en parler tout à l'heure. Hurtigruten, croisière en Norvège et dans les destinations polaires, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et pour vous faire connaître, chers amis auditeurs de Sud Radio, ces régions polaires, cette région de Norvège, cette belle région de Norvège et ses croisières avec Hurtigruten, nous avons Cyril Dupin, directeur commercial de Hurtigruten, Sophie Desmond qui est guide accompagnatrice française et qui accompagne les Français qui veulent aller là-bas, Delphine Drouin qui est prouvée une croisiériste française, et puis Bernard Derry, guide accompagnateur spécialisé dans le polaire. Et c'est justement avec vous, Bernard, qu'on va voir qu'il est possible d'être ami avec un manchot ou de voir des baleines. Comment ça se passe? Avec grand plaisir. Alors, on va essayer de partir. Vous, c'est la deuxième grande famille de voyage. On a vu l'Express côtier. L'Express côtier. Et puis avec Bernard, c'est une autre famille de voyage, c'est plus vers le polaire. C'est plus vers le polaire. C'est ce qu'on appelle nos croisières d'expédition. D'accord. Alors pour parler, pour que les auditeurs aient une bonne image, en fait, c'est pour comparer, c'est un safari polaire. C'est un safari polaire, c'est voilà. Ça. Et le bateau et le lodge. Le bateau et le lodge. Et en fait, avec ensuite des bateaux semi-rigides, très confortables, on va, comme je le disais tout à l'heure, on va vous réveiller à 1h du matin parce que le bateau est escorté par des baleines. Et là, on va sortir, par exemple, les Zodiacs pour aller au plus près de la faune. Donc, c'est comme si on était dans une ambiance safari. Bien sûr, la biodiversité est complètement différente, mais on est sur le même état d'esprit de voyage. Donc, comme tout à l'heure, je disais, c'est une expérience, c'est pas des vacances, mais... Bernard, justement, va vous parler de petites anecdotes. J'aime bien le terme de safari, parce que le terme de safari, ça veut dire en fait voyage, véritablement. Oui, ça veut dire, quand on est en navigation, il y a 3 régions qui sont d'exception. D'une part le Svalbard ou le Spitzberg, d'autre part le Groenland, et puis bien évidemment l'Antarctique. Ce sont des régions, c'est un même esprit. Ce sont des régions de glace, grandioses, avec une nature d'exception, et une faune qui est très particulière et qui appartient à ces régions. Est-ce que c'est très différent d'Alaska? C'est très différent de l'Alaska, dans la mesure où l'Alaska, en réalité, vous avez énormément de forêts. Et puis ponctuellement, vous avez des glaciers avec une chaîne de montagnes, la chaîne des Rocheuses. Tandis que là, lorsqu'on est au Groenland, lorsqu'on est au Spitzberg ou en Antarctique, c'est vraiment le monde blanc. C'est un même esprit. Oui. Alors par contre, les points de départ ne sont pas les mêmes. On part d'où, de Punta Arenas? Les points de départ ne sont pas les mêmes. Si vous allez... disons, en allant vers le nord, très rapidement, vous partez le matin en avion, l'après-midi, vous êtes à pied d'œuvre. D'où vous partez? De Paris. Oui. Et ensuite, vous allez sur, par exemple, Kangerlussuaq au Groenland, ou alors Longyearbyen au Spitzberg. D'accord. Si vous allez en Antarctique, vers le sud, vous arrivez à Buenos Aires, et ensuite vous prenez un vol pour Ushuaia, ou alors à Santiago du Chili, pour un vol sur Punta Arenas. Et là, vous empruntez le canal de Beagle, vous fermez les yeux. Qu'est-ce que c'est que le canal de Beagle? Le canal de Beagle, c'est le canal qui permet de traverser une partie de la Terre de Feu et qui conduit de l'Atlantique vers le Pacifique. C'est un canal qui a été emprunté en particulier par Charles Darwin, qui, dans le courant du 19e siècle, s'est retrouvé à bord du Beagle, et qui a ensuite exposé ses théories sur l'évolution de l'humanité. Mais quand on est à bord du canal de Beagle, on ferme les yeux, on monte sur les ponts, et puis on s'imprègne. Et à un moment donné, on ouvre les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Des dauphins qui viennent longer le bateau, ou encore on est accompagné par les damiers du Cap, qui sont ces merveilleux oiseaux qui viennent nous accompagner en direction du Cap Horn, et on voit au loin le Cap Horn. Parfois, on fait une escale au Cap Horn, mythique, et tellement de gens, il y a beaucoup de personnes qui viennent à bord parce qu'ils ont envie
de franchir le Cap ou Horn. de franchir le Cap Horn, ou en tout cas de le voir. Et est-ce que c'est un moment difficile ? Pas toujours. Alors c'est un moment difficile quand on quitte le Cap Horn et qu'on emprunte le passage de Drake. D'accord. En anglais, parfois on dit c'est le Drake Lake. Ça veut dire que pendant 48 heures, il est calme. Et les gens me disent mais c'est pas possible. Je pensais qu'on allait avoir une tempête incroyable. Je dis oui. C'est possible, au retour peut-être. Mais en attendant, là on a un passage qui est très calme. Ou au contraire, on peut avoir un vent de force 12 et à ce moment-là, tout le monde est dans sa cabine, enfermé, attendant que ça passe. Les personnes sont prévenues. On prend soin d'eux. Est-ce que c'est une expérience très différente de celle dont on parlait en début d'émission, en première partie, sur l'Express côtier ? Tout à fait, c'est une expérience complètement différente. C'est vraiment sportif, un voyage. C'est vraiment un voyage d'exploration. D'accord. On n'est jamais sûr, quand on navigue dans ces régions, qu'on va effectivement faire le programme qui est annoncé, prévu. Et à partir de là, il faut une grande flexibilité et il faut s'adapter. Et qu'est-ce qui fait que ça change ? C'est la météo ? C'est quoi ? Toutes les conditions de glace, par exemple. Ouais. On prévoit d'aller à un endroit, par exemple, qui s'appelle Couverville-à-Land, où vous avez des manchots. Et puis malheureusement, à ce moment-là, c'est englacé. Et vous ne pouvez pas y aller. Mais on a toujours des programmes qui nous permettent, si on ne peut pas débarquer à cet endroit, un plan B, voire un plan C pour pouvoir aller débarquer ailleurs. En tout état de cause, c'est une découverte d'exception parce que tout est nouveau pour le passager qui se retrouve à bord de ces bateaux. Les sensations, l'air, la lumière. Alors l'air, la qualité de l'air. Quand on arrive et qu'on passe le passage de Drake, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si on allait dans un autre monde. Je me rappelle de ces images qu'on avait il y a quelque temps lorsqu'on a reçu des images de Mars, par exemple. Imaginons l'inverse. Des Martiens qui viendraient sur Terre. Des caméras qui arriveraient et ces caméras elles seraient sur la banquise, au-dessus de l'Antarctique, au-dessus du Groenland, au-dessus du Spitzberg. Inévitablement, les Martiens voudraient voir à quoi ressemble la Terre. Oui, partir en courant, parce qu'il fait quand même très froid, non ? Parfois, il fait froid. Quand on a des vents catabatiques qui viennent... C'est quoi les vents catabatiques ? Ce sont des vents qui peuvent avoir 250 à 300 km de force. Oui. Ah oui. Alors, à ce moment-là, on va bien se mettre à l'abri, à bord du bateau, dans une anse, ou alors on ne descendra pas à terre, parce qu'effectivement, les vents sont d'une telle force qu'il est impossible de pouvoir mettre un Zodiac à terre pour descendre. Et puis... on attendra un petit peu et ensuite on reprendra la navigation. Donc la glace présente, c'est à ce moment-là un obstacle et il faudra faire les choses différemment. D'accord. C'est important ce que Bernard signale, puisque nous sommes une compagnie norvégienne et c'est d'abord la sécurité qui prime. C'est ça. C'est vraiment Vous faites bien de le rappeler, Cyril. Voilà, dans la mentalité norvégienne, c'est comme on dit, un safety first. Et tu vois, sur les briefings de sécurité, tout etc. à fait. D'abord, il y a un premier briefing qui est un briefing de sécurité. Et qu'est-ce que vous leur dites aux gens ? Des passagers. On leur explique un petit peu quelle est la démarche à suivre et on les fait marcher à bord du bateau, sur les différents ponts, pour bien leur montrer où se rejoindre, comment faire, comment procéder s'il y avait un incident. Ça, c'est la première chose. Plus globalement, en termes de sécurité, c'est véritablement ce qui commande la navigation chez Hurtigruten. La sécurité, non seulement des passagers, mais de l'ensemble de l'équipage. C'est fondamental. Et quand on descend sur la glace, comment elle s'exerce, cette sécurité ? La glace, on ne descend pas toujours. D'accord. On descend à terre, on fait des débarquements. C'est la cerise sur le gâteau quand on descend. Exactement, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on voit une plaque de glace, il y a l'équipe d'expédition à bord, il y a une équipe d'expédition qui est composée d'un chef d'expédition sur les bateaux qui naviguent dans ces régions. Avec une équipe, ils vont descendre à bord du Zodiac, ils vont inspecter, vérifier que tout est en ordre, l'épaisseur de la glace, etc. Et à ce moment-là seulement, on a le feu vert et on pourra débarquer. Donc là, on met les gens dans le Zodiac. On met les gens, ils sont aidés, approche. Ils se laissent aider. On leur explique la procédure pour descendre, pour monter à bord du Zodiac, puis ensuite descendre sur la plaque de glace ou descendre, débarquer. Et ensuite, on leur donne un timing, on leur donne des explications et ils sont libres. Et puis, voilà, leur esprit est là, il est imprégné, c'est merveilleux, c'est le monde blanc. Et si on rencontre des ours polaires, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand on est au Spitzberg, avant de rencontrer les ours polaires et quand il y a un débarquement, voilà ce qui va se passer. Encore une fois, l'équipe d'expédition descend en premier lieu. Elle va sécuriser le lieu de débarquement. Les gars sont armés. Ils ont l'habitude. Il y a des entraînements qui sont très fréquents de tirer, mais ils ne tireront jamais. Simplement, ils s'assurent qu'il n'y a pas d'ours dans la région où nous allons débarquer. Et à ce moment-là, les passagers peuvent descendre et débarquer. Si par hasard un ours
surgissaient. Et ils ont déjà ce qui peut arriver, on en parlait avec Cyril une fois. Ce qui peut arriver, les consignes sont données et on va revenir au lieu de débarquement et on va remonter à bord du bateau. Oui, parce qu'on rigole pas avec l'ours. Non, on est équipé de radio et on a donc le personnel de bord qui surveille, qui a une vue à 360. Les guides, comme expliquait Bernard, donc on se relaie tous les 300 ou 400 mètres. D'accord. Et ça se fait à la norvégienne, calmement, dans la sérénité. Voilà. On dit aux gens, on va remonter. On dit aux gens tranquillement, on va remonter dans le Zodiac. On va aller tranquillement sur le bateau. Les gens nous suivent, ils nous font entièrement confiance. Et une fois qu'on a mis tout le monde en sécurité, là, on peut observer effectivement les ours. D'accord. On observe toujours les ours depuis le bateau. Qu'est-ce qu'on voit comme d'autres... un petit peu en Zodiac, mais toujours à une distance. En fait, on parle de sécurité pour les passagers, bien sûr, et pour l'ensemble du personnel, mais également pour la biodiversité. L'ours polaire est protégé depuis 1973. Il y a 25 000 ours dans le monde, sur tout l'Arctique, et il y en a à peu près 3 500 au Spitzberg. Il y a plus d'ours que d'habitants et on en prend soin. C'est vraiment lui, le roi de l'Arctique, et on est là pour le protéger. Est-il vrai qu'avant de descendre sur la glace, il y a des consignes de désinfection de vêtements, de chaussures ? Tout à fait. Comment ça se passe, en particulier lorsqu'on va en Antarctique d'une part, mais aussi au Malouine et en Géorgie du Sud. D'accord. Donc, qui sont encore d'autres destinations, ça. Voilà, qui font partie de l'ensemble des voyages que nous avons sur les régions de l'Antarctique. Et on expliquera bien aux personnes comment procéder, à savoir... D'abord, on met à disposition des aspirateurs pour aspirer les poches des vêtements, l'intérieur des sacs. Pour enlever quoi Pour enlever la poussière, les poils Oui, tous les graines. Ah, d'accord. Oui, des germes, une graine, voilà. Ah, d'accord, très bien. On désinfecte tout. Donc, on vous aspire le corps, enfin les vêtements. Oui, on aspire tout. Oui, tout à fait. Ensuite, également, quand on va passer avant d'embarquer sur le Zodiac, il y a des pédiluves et on passe sur ces pédiluves pour également ne pas ramener sur la glace, ne pas ramener sur terre ou sur la glace quelque chose qui serait étranger. Et les passagers sont très surpris. Ils ne s'attendent pas à ça. Bah oui, moi je l'ai été quand vous m'avez raconté ça. Oui, tout à fait. Ils s'attendent absolument pas à ça et ils voient véritablement la manière dont on prend soin. Évidemment, c'est sur un long terme et il faut être attentif à tout ça. Dans la mesure du possible, on essaye de protéger cet environnement. Et est-ce qu'on voit d'autres animaux, Bernard, sur la glace ? Sur la glace, lorsqu'on est en Antarctique, par exemple, évidemment, il y a la proximité des baleines, mais surtout l'animal mythique, le manchot. Alors, il y a 18 espèces de manchots. Ah ben, on en entend, là. Oui, je les reconnais. Est-ce que c'est un bruit de manchot, ça, Bernard ? Alors, c'est un manchot jugulaire ou un manchot papou, Bernard ? Je pense que c'est un manchot royal. Ah, c'est plutôt un garçon ou une fille ? Écoutez, on va essayer de trouver ensemble. Mais voilà, alors quand on entend ça, c'est magnifique de les entendre. On est là, on s'approche. Alors, on garde une distance. On leur explique aussi qu'il faut garder une distance. Pas moins de 5 mètres. On doit rester à 5 mètres d'eux. Si le manchot s'approche, il vient vers nous, on le regarde. Et alors, on craque tous. On ne peut pas le toucher ? Non, on ne le touche pas. Mais lui, il vient. Et pourquoi c'est craquant, un manchot ? Et c'est irrationnel. Ah ouais. Ça a un regard, c'est un petit animal. Ça a une attitude, ça a un regard. Ce sont les miracles de la vie. Et voilà. Il y a un rapport très, très particulier entre le mental de l'homme et la présence du manchot. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. On l'a constaté à travers le temps, aussi bien avec les grands explorateurs. Je pense à Jean-Baptiste Charcot, par exemple, lorsqu'il est allé hiverner et qui s'est retrouvé au milieu des colonies de manchots, que les passagers à bord et nous-mêmes qui y retournons régulièrement. Mais il y a quelque chose de magique dans la rencontre avec le manchot, mais pas seulement le manchot. Les baleines, c'est exceptionnel. Ah, vous allez nous raconter les baleines tout à l'heure. Les baleines, ok. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, nous allons tout savoir sur les baleines et tous les animaux qu'on peut rencontrer dans ces belles régions polaires grâce à Bernard, à Delphine et à Cyril de la compagnie Hurtigruten qui sont autour de cette table. À tout de suite. Hurtigruten, croisière en Norvège et dans les destinations polaires, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour sur ces merveilleux voyages polaires avec Cyril Dupin, directeur commercial de la compagnie norvégienne Hurtigruten. Delphine qui est avec nous, une croisiériste française aussi qui a encore les yeux tout illuminés de sa croisière. Bernard Derry, guide accompagnateur spécialisé dans le polaire. On continue à parler avec vous, Bernard. Avec grand plaisir. Alors, vous, votre rôle, il consiste en quoi à bord ? De réveiller les gens la nuit ? Vous avez bien raison de poser la question. C'est pas très agréable, il commence en fait à l'aéroport, sécuriser
les passagers, Dès le leur départ. expliquer dès le départ comment ça va se passer. Le voyage est assez long, très long sur l'Antarctique, moins long sur Combien le sur Groenland. l'Antarctique? Il faut une nuit de vol jusqu'à Buenos Aires ou Santiago, ça fait à peu près 14 heures de vol, puis on va passer une nuit, s'acclimater, se familiariser avec l'Amérique latine, Buenos Aires qui est une très très belle ville, le côté de Festif. Santiago, oui, festif, et le côté de Santiago avec l'histoire passée récente, le palais de la Moneda et tout ça. Et puis le lendemain, on va se retrouver véritablement au terme d'un vol de 3h30 sur le quai à Punta Arenas. Et on embarque. Et on embarque. Et là, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas vraiment dans une croisière classique où tout est tourné à l'intérieur du bateau, faire la fête. On est dans presque une croisière d'expédition. On va aller en expédition. Oui, on fait la fête à l'extérieur. C'est ça. Voilà. C'est très important. On est très informel, on est assis à table, on est en train de dîner, et puis il y a une annonce. Moi, on me prévient, par exemple, pour les passagers français. Alors, comment vous faites? Votre attention, s'il vous plaît, c'est Bernard. Oui, votre attention, s'il vous plaît. On a une merveilleuse surprise pour vous. Si vous voulez bien aller à l'avant du bateau, nous avons remarqué la présence de magnifiques baleines à bosse qui sont en train de se nourrir. Et donc là, vous sortez naturellement de table. Et puis vous allez vous diriger, on leur dit toujours gardez l'appareil photo. Tout le monde ne photographie pas et c'est une excellente chose. Il faut en profiter avec le regard, il faut être à l'écoute de tout ça. Ce sont des moments d'exception dans une vie. Tout le monde n'a pas la chance d'aller en Antarctique, tout le monde n'a pas la chance de retourner en Antarctique. Et donc, mais pas seulement l'Antarctique, le Spitzberg, le Groenland, toutes les trois sont des régions d'exception véritablement. Et on se retrouve dans cet environnement et pendant peut-être 5 minutes ou un quart d'heure ou un peu plus. Le bateau va rester à distance. Il ne s'approchera jamais. Il respecte une distance, comme les passagers par rapport au manchot, également le bateau par rapport à la présence de ces baleines. Et elles viennent et c'est un balai. Parfois, on les entend. Extraordinaire. Et c'est ce que j'allais dire. À un moment donné, on oublie la présence et on écoute la communication des baleines. C'est fondamental pour nous, pour l'être humain, se transporter ailleurs, autrement dans cet environnement. Et revenir ensuite et garder ça. Et puis ça reste dans son mental, dans son cœur, dans son esprit pendant des semaines. Et ça aide à faire vivre. En particulier quand il y a des périodes de Covid. Est-ce que vous êtes d'accord, Bernard, Cyril et Delphine aussi, pour dire qu'on revient différent de cette croisière? Delphine? Ah oui, ça c'est certain. On revient différent et je dois dire que l'expérience de cette croisière qui a été une révélation sur tous les plans, et de vivre des moments où il n'y a pas de stress. En Norvège, il y a une densité humaine qui est très faible par rapport à la France, et il n'y a pas de stress. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui est assez surréaliste pour des Français et de surcroît des Parisiens. Et c'est quelque chose qui est possible et qui change la vie. Et puis, le fait aussi que le bateau s'arrête dans des ports qui sont le centre-ville, en fait. On n'est pas dans des zones portuaires éloignées, etc. On arrive à chaque fois dans le centre. Au cœur de la ville ou du village. Absolument. Et au cœur de la vie des Norvégiens, du coup. Absolument. Et en une demi-heure, en une demi-heure ou 1 heure, on peut avoir une vue d'ensemble sur ces habitations. Et ça, c'est très, très important. Vous êtes d'accord, Sophie, pour dire que c'est différent de ce qui se passe ailleurs? C'est une expérience unique au monde, on peut dire. Ah ben c'est une expérience unique au monde, oui, en effet. Oui, de toute façon, comme l'a si bien dit Delphine, on arrive vraiment au cœur que ce soit grande ou petite ville ou petit port, on est au cœur de la Norvège. Avec les express côtiers. Et quand on est en région polaire, Bernard, il y a quelque chose qui revient souvent dans les témoignages, c'est le magnétisme de ces régions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Qu'est-ce qui se passe alors? Le monde blanc, c'est irrationnel. C'est un monde de calme, c'est un monde de paix, c'est un monde de grande paix intérieure. Et c'est un monde de tranquillité. Et on est là, on est sur les ponts ou on est à terre et on est dans cet environnement et on se pose. Il faut aussi savoir se poser, observer, regarder, ressentir. Véritablement ressentir cet environnement d'exception. Encore il y a quelques temps, j'ai survolé la banquise. Vous savez, survoler une banquise au-dessus du Groenland, c'est exceptionnel pendant 45 minutes quand le temps en quoi, est dégagé. En ULM Non, en avion, simplement. Oui, quand vous survolez pour aller atterrir dans la partie ouest du Groenland, et vous avez cet univers, cette immensité, cette glace, la présence qui en profondeur sur 4 à 5 km, l'accumulation de cette glace sur 4 à 5. Et c'est quand j'étais enfant,
À aucun moment, je n'ai pensé que j'irais dans ces régions polaires en Antarctique. Oui, peut-être au Groenland, moins loin, mais l'Antarctique, c'était tellement loin. Est-ce que vous êtes originaire d'où, Bernard, au départ? Marseille Non, pas Marseille. Je suis un enfant du soleil. D'accord. Et des déserts. Et des déserts. Je suis né, j'ai grandi à Agadir. D'accord. Mais les déserts, ils sont de sable, mais ils sont de glace. Ouais. Et donc, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien phénoménal. Ouais. C'est la même chose. C'est ça. C'est la même entité. Le sable, la roche d'une part, la roche et la glace d'autre part, il y a un lien. C'est ce qui fait que sur cette terre, on se sent bien. C'est cette harmonie que l'on peut ressentir dans ces endroits. Et en sortant de Paris, puisqu'on est à Paris, il suffit d'aller parfois à 15 km, simplement de se promener dans la forêt et de retrouver cette unité avec soi-même et avec autrui. Cyril, est-ce qu'on prend soin de la nature quand on est un croisiériste d'Hurtigruten et qu'on est membre de la compagnie Hurtigruten ? Et comment D'abord, parce que comme l'a si bien dit Bernard, donc les pôles sont magnifiques, mais ils sont très fragiles. Donc il faut absolument les préserver. Nous sommes la première compagnie de croisière à avoir mis des bateaux hybrides. Donc mi-électrique, mi-fuel mi-fuel, effectivement. Par exemple, pour passer le passage de Drake, quand on est en Antarctique, on va utiliser le fuel parce que c'est de la haute mer. Mais dès qu'on arrive après sur la péninsule antarctique, on va naviguer un maximum à l'électrique. Tout à l'heure, on parlait des baleines, c'est aussi pour pas les déranger. Oui. Alors du coup, il n'y a plus de bruit, c'est encore mieux. Et du coup, il n'y a plus de bruit. Alors à quand des bateaux entièrement électriques ? Alors là, la technologie va faire qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, évoluer. Par exemple, sur la ligne de l'Express côtier, on est en train de rénover toute notre flotte. Et à l'été 2023, toute notre flotte sur l'Express côtier sera équipée électrique. D'accord. Ce qui va nous permettre d'avoir une réduction... 2023, c'est demain. 2023, c'est demain. Donc à l'été 2023, toute notre flotte sera entièrement hybride. D'accord. Hybride, pardon. Et donc, ça veut dire qu'on va faire une réduction de CO2 de l'ordre de 25%. D'accord. On est très en avance sur... Hurtigruten est très en avance sur ce domaine-là. Par exemple, quand vous allez au Svalbard... Le Svalbard, c'est où ? Le Svalbard, oui. C'est un des... Parce que vous connaissez ça par cœur, mais nous... C'est vrai. Le Svalbard, en français, c'est le Spitzberg. Voilà. D'accord, ok. On dit en fait l'archipel du Svalbard et l'île principale, en fait, c'est le Spitzberg. Donc, au Spitzberg, vous avez des bornes électriques. On recharge les bateaux ? On recharge les bateaux. Chaque port de Norvège est équipé de prises électriques, on peut dire ça comme ça, pour recharger les bateaux, effectivement. Et pourtant, Delphine, vous me disiez que vous aimez bien entendre le bruit du moteur la nuit. Ça vous berçait ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le bruit du moteur du Polarlis. Et le Polarlis, c'est le bateau, c'est le nom du bateau qui vous a emmené ? C'est le nom du bateau sur lequel j'étais. Et j'ai regretté ce bruit au retour. Voilà, c'est un bruit qui m'a beaucoup manqué, plu. Ah oui, oui, rond et tranquille, et à l'image de l'expérience norvégienne. Et quand on est à bord de ces bateaux, où la contemplation est quand même de mise, est-ce qu'on arrive quand même à lier des amitiés ou avec les autres passagers ? Est-ce que les gens se parlent, se mélangent ? Alors, j'ai trouvé que le bateau était un lieu idéal pour une immersion dans ce monde extraordinaire où la nature est reine. Et tout est aménagé pour que les passagers puissent circuler et vivre ensemble très confortablement et échanger. D'accord. Il y a des salons, comment ça se passe ? Il y a des salons panoramiques ? Il y a des salons qui sont complètement vitrés sur le paysage. Ça, c'est génial. Avec des coursives sur lesquelles on peut se promener. Il y a 2 ponts entiers qui sont aménagés pour les passagers comme lieu de vie. Est-ce que vous avez testé les bains bouillonnants ? J'ai testé les bains bouillonnants. Bah alors racontez-nous ce qui se passe dans le bouillonnement. À l'arrière du bateau. On est en plein air ? On est en plein air. Ah, c'est génial. Moi, j'ai essayé ces bains après les expéditions, donc c'était le soir, la nuit était tombée, sous les nuages, et j'attendais une aurore boréale qui n'est pas venue à ce moment-là, qui est venue un peu plus tard. Et dans de l'eau chaude, sur un pont un peu surélevé, donc qui domine la mer. Ouais, et depuis les bains, vous voyez le ciel immense. C'est une expérience fantastique. Et qu'est-ce qu'on déguste quand on est face à ce paysage ? Un petit verre de quelque chose ? Il n'y a pas d'alcool spécifique norvégien ? Si ?
Si, ça s'appelle l'aquavite. Ah, l'aquavite, bien sûr, oui, bien sûr, l'aquavite. Et à bord des bateaux, lorsque nous sommes le long des côtes de Norvège, très souvent, il y a des dégustations sur les ponts, justement, d'aquavite. Ah, c'est bien. Ouais. Lorsqu'on passe le cercle polaire, par exemple, une petite cérémonie. Ah oui. Ah oui. Alors là, c'est moins dans la sérénité, c'est plus joyeux, j'imagine. Oui, pour le cercle polaire, oui, c'est plus joyeux. Parce qu'il avec le baptême de Neptune. Il y a un rituel pour le cercle polaire. Hein. Il y a un rituel avec de l'huile de foie de morue. Voilà, D'accord. et un petit verre d'aquavite pour se remettre après de ses émotions. C'est parfait. Et même de l'alcool de mûre, je crois, ou de... Oui. La mûre arctique, oui. Exactement. C'est ça. Est-ce que c'est ce dont vous me parliez, Sophie? Cette émission va tirer à sa fin. Maintenant, il faut nous donner envie d'aller partager ce moment. Delphine, qu'est-ce que vous diriez? Alors, moi, je dirais que lorsque l'on part à plusieurs, oui. C'est une expérience qui est unique et qui change les liens avec les personnes avec lesquelles on part. D'accord. Et qui illumine, en fait, la vision du monde et puis les liens. Et qui vous transforme, apparemment. Et qui nous transforme pour longtemps. D'accord. Sophie, votre prochain voyage, c'est quand? Alors, ça sera fin mai. Oui. Donc là, j'y étais encore il y a une semaine avec un palmarès. On a eu vraiment beaucoup d'aurores boréales. On a eu beaucoup de chance. Et on était sur le Polaris. Et donc là, au mois de mai, donc printemps, avec voilà, vous faites la verdure. Encore un petit peu de neige, mais bon, ça devrait aller. C'est l'Express côtier, vous, au mois de mai? Oui, toujours l'Express côtier. D'accord. Et Bernard? Moi, c'est très bientôt, c'est à la fin du mois de février, donc le 27 février, je suis en partance pour l'Antarctique. Ah oui, encore. Juste rajouter 2 ou 3 choses, si je peux, si on a le temps. Alors, sur l'Antarctique, on va aller cette fois-ci et en Antarctique et dans l'archipel des Malouines. D'accord. Il y a une faune exceptionnelle aux Malouines, la présence de nutriments et également sur une autre croisière un petit peu après, on ira en Géorgie du Sud. Ce sont des régions d'exception véritablement et les personnes qui regardent un petit peu, je leur conseille de regarder de très très près. Juste rajouter aussi quelque chose sur le Groenland. Le Groenland, c'est la rencontre. Bernard. Oui, c'est la rencontre d'une nature exceptionnelle avec une culture d'exception qui est la culture des Inuits. Vous nous l'avez bien vendu, Bernard. Non, je le vends pas, je le ressens. C'est différent. Et Cyril, le mot de la fin est pour vous. Alors, on retrouve toutes les informations sur le site, évidemment. Alors, sur le site internet, bien évidemment, hurtigruten.fr, ou bien pour les auditeurs qui sont en voiture, dans leur agence de voyage habituelle. Et c'est le moment d'y aller maintenant pour préparer les vacances. C'est le moment d'y aller maintenant pour préparer les vacances, sachant que comme on est sur des navires de petite capacité, notamment par exemple sur les expéditions polaires, on est limité à 200 passagers, première arrivée, premier servi. Très bien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission sur ces belles régions que l'on ne connaît pas trop finalement, mais que nous allons partir à la découverte de ces régions en Norvège et dans les paysages de glace. Merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine dans la France à découvrir. Et là, c'était le monde à découvrir. Avec Hurtigruten, croisière en Norvège et dans les destinations polaires.